Bonjour à tous, je suis Anaïs Goldman, professeure de yoga thérapie et je vous propose cette petite vidéo pour vous parler un petit peu des effets thérapeutiques du yoga en répondant à quelques questions qui sont souvent posées ou bien des remarques qui sont souvent faites sur peut-être une idée qu'on se fait du yoga et de ses effets. Alors, dans un premier temps, est-ce que le yoga thérapie peut remplacer un traitement médical ou autre? Donc, bien évidemment, la réponse est non. On ne peut pas se contenter du yoga pour se soigner, d'accord? Il faut savoir que selon la science du yoga et selon toutes les pratiques énergétiques aussi, on estime que la maladie, elle est d'abord présente dans le système énergétique de la personne avant de s'imprégner, de rentrer dans le corps physique. Donc, on peut agir en prévention avec les pratiques énergétiques et corporelles, mais une fois que la maladie elle est présente dans le corps physique, eh bien, on ne peut pas se contenter de pratiques énergétiques ou physiques. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Quand on parle de yoga thérapie, le mot thérapie ne veut pas dire que ça va tout régler. Et c'est important vraiment de le reconnaître. Ceci dit, le yoga va être une aide essentielle. Et tout ce qui est pratique énergétique ou corporelle, celle de votre choix d'ailleurs, celle qui vous fait le plus de bien, avec laquelle vous avez le plus d'affinité, eh bien, vont être essentielles. Pourquoi? Parce que si on agit que sur le corps, avec des médicaments ou des plantes d'ailleurs, eh bien, en fait, on va résoudre des symptômes, on va agir sur l'aspect physique, mais on ne va pas résoudre tout le problème global qui a été, qui a rendu possible la maladie en elle-même, d'accord? Donc le yoga permet vraiment d'agir sur la racine, de nous faire prendre conscience de nos schémas aussi, comportementaux, émotionnels, qui nous amènent à peut-être nous laisser déborder par des situations, nous laisser embarquer dans des, comment dire, dans des situations où on n'a pas, on se laisse pas le temps de pause nécessaire pour laisser retomber notre système nerveux. Et on va le voir, notre système nerveux, en fait, c'est vraiment lui qui décide notre état de santé. Dans toutes les maladies, si on ne soigne pas le système nerveux, en fait, la maladie sera toujours là. Et on va continuer par nos schémas comportementaux, émotionnels, inconscients ou conscients d'ailleurs, à reprogrammer la maladie, en fait, parce que voilà, on ne va pas agir sur la cause. Combien de temps minimum pour un effet thérapeutique? Donc, au minimum, on conseille 15 minutes de pratique par jour, qui peut être faite en une fois, ou en 2 fois, ou en 3 fois. Donc, les pratiques du matin, du midi et du soir n'ont pas les mêmes effets. Le matin, on se met en condition pour la journée, on pose des intentions, on ouvre le système énergétique, donc ça va avoir un impact sur toute notre journée. Ça va nous permettre aussi de ne pas accumuler des tensions tout au long de la journée, de partir sur un bon pied. Les pratiques en milieu de journée vont permettre d'enlever aussi cet effet cumulatif. On évacue avant d'accumuler. Et puis le soir, ça va avoir un effet sur le sommeil. Mais on va le voir aussi, les pratiques du matin, finalement, en étant apaisé toute la journée, eh bien, on va aussi améliorer la qualité du sommeil de la nuit. Donc en fait, toutes les séances de la journée vont jouer sur notre sommeil. Et on conseille en plus donc 2 séances longues dans la semaine. D'accord? Donc comme un peu 2 piqûres de rappel pour venir éduquer notre système nerveux à se réguler de lui-même au fur et à mesure. Donc minimum de temps pour ces séances longues, 45 minutes, idéalement 1h15. En réalité, il n'y a pas vraiment d'idéal. L'idéal, c'est de pratiquer en fait et au fur et à mesure, prendre plaisir. Et puis, il arrivera un moment donné où, en fait, vous aurez envie de faire une séance, peut-être qui durera 2 heures parce que ça vous plaira, parce que vous vous sentirez bien, parce que vous sentirez que quand on fait du yoga, on est en dehors du temps,
on est dans son corps, on est à l'essentiel, on n'est plus dans ses préoccupations. Et quand on arrive à cet état-là, en fait, c'est pas une question d'être quelqu'un de calme, c'est pas une question d'être un yogi, c'est pas une question d'être fait pour ça, c'est juste un état qui est accessible à tous les êtres humains avec un petit peu d'entraînement, un peu comme un muscle qu'on vient travailler. Quels effets sur le court et le moyen terme? Donc, déjà, pendant une séance de yoga, on est censé se sentir plus calme. Il peut arriver quand on est très très agité ou quand on a une maladie particulière de soit ne pas ressentir d'effet bénéfique, on ne se calme pas du tout, ou bien carrément que la séance de yoga nous donne encore plus d'énergie ou nous donne plus d'agitation. Donc plus d'énergie, c'est le but, d'avoir plus d'énergie disponible, mais plus d'agitation, c'est une énergie qui est pas agréable, qui est plutôt qui va nous amener à un épuisement. On a trop d'énergie d'un coup, et puis on s'épuise, et puis on n'a plus rien, puis au final, on n'est pas bien. Et c'est une énergie qui est un peu embrouillée, quoi, qui n'est pas très claire. Donc une bonne énergie où on est disponible, ben, c'est un peu le but du yoga. Le but du yoga, c'est pas de faire du yoga toute la journée ou de s'endormir tout le temps ou d'être tout le temps zen, parce que dans la vie, si on est tout le temps zen, en vrai, on n'évolue pas. On est obligé de sortir à un moment donné de notre zone de confort et de se dépasser. Donc, de ne pas être zen tout le temps, en fait. C'est ça l'objectif pour moi. C'est ma vision du yoga. Mais l'objectif du yoga pour moi, c'est d'être plus efficace dans mes réalisations, dans le fait d'être endurante, le fait de tenir sur le temps, dans la durée, dans mes objectifs de vie, et pour pouvoir être satisfaite. Parce que si je ne réalise rien dans ma vie, je n'obtiens pas de satisfaction, en fait, ben, rester zen tout le temps, ça va me faire déprimer au bout d'un moment. Donc, c'est toujours une question de dose, une question d'équilibre. Il y a beaucoup d'idées préconçues ou peut-être de manières de vivre le yoga. Donc, il y a peut-être cette illusion qu'on pourrait toujours être sur un petit nuage. Ça n'est pas mon vécu. Peut-être que ça l'est pour certaines personnes. Réellement, je pense pas que ce soit très sain d'évoluer avec cet objectif en tête. Parce que la vie, en fait, bah, si on est toujours dans l'esquive des choses difficiles, et la vie, en fait, c'est de l'ombre et de la lumière, et c'est aussi l'ombre qui nous permet d'accéder à plus de lumière. Plus on affronte de l'ombre, plus on va vers plus de lumière. Et c'est comme, je sais plus qui disait, comment est-ce qu'on fait pour gérer la peur? Eh ben, en fait, la peur, c'est comme notre ombre. Si on la fuit, elle va nous poursuivre tout le temps. Donc en fait, c'est traverser l'émotion. Que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit le désespoir, que ce soit n'importe quelle émotion négative, il y a un temps pour la mettre à distance parce qu'on n'est pas prêt, et il y a un temps pour y retourner parce que tant qu'on ne l'aura pas euh, affronté, traversé avec le courage du guerrier, et ben en fait, elle va nous poursuivre, elle sera là de plus en plus. Et c'est comme les théories de l'inconscient de Jung. Enfin, c'est un peu ce qu'il nous dit. Plus on va fuir notre ombre, plus elle va nous rattraper. Donc voilà, idée préconçue sur le yoga. Ah ben oui, moi je suis tout le temps calme, c'est pour ça que j'aime le yoga. Non, pas du tout. Très souvent, les gens qui font du yoga, c'est parce qu'en fait, ils ont ressenti le besoin d'en faire. Sinon, il serait juste calme sans faire du yoga, d'accord? Donc, toute personne qui fait du yoga, vous pouvez vous dire qu'à un moment donné, elle a connu du stress et qu'elle cherche des solutions pour le gérer. Par contre, ce qui est positif, bon, après, je dis pas de jugement, hein, il n'y a pas vraiment de positif ou de négatif, mais par contre, là où c'est sûr que c'est positif, c'est que à partir du moment où on se met à faire du yoga, eh ben, c'est qu'on cherche justement à ne pas reporter nos stress, nos angoisses, nos doutes, notre mal de vivre parfois, parce qu'on en a tous à des moments, à différents degrés, sur les autres. Et ou alors aussi qu'on cherche à ce que toutes ces émotions, enfin tout notre fardeau en fait émotionnel, ne nous gâche pas la vie, ne nous empêche pas d'avancer dans la vie. Donc parce que ce fardeau émotionnel, il peut se manifester sous forme de croyances limitantes,
de schémas répétitifs, d'agressivité, de comportements voilà, pas toujours très sympas ou pas toujours très adaptés pour une évolution fluide et positive. Donc le yoga, en effet, c'est pas fait que pour les gens calmes, et moi je dirais au contraire, le yoga, ça doit être accessible pour tous, particulièrement pour ceux qui ne sont pas calmes, d'accord? Et le jour où la personne hyper agitée, elle a acquis en faisant des paliers, en respectant des paliers, en y allant progressivement, les techniques du yoga, elle se les est appropriées, ça devient la meilleure personne du monde parce qu'elle a une énergie débordante, mais que grâce au yoga, eh bien, elle va être capable d'utiliser cette énergie d'une bonne manière, à bon escient, et tout en restant dans sa cohérence, dans son rythme, en étant moins dans des pics émotionnels, d'agitation et de plus d'énergie, etc., etc. Alors, question pour moi vraiment centrale, comment le yoga agit sur le système nerveux? Pourquoi est-ce que c'est central? Parce que le système nerveux, il va intervenir dans tous les problèmes de santé, tous. Alors bien sûr, à part les maladies de naissance, les maladies orphelines, mais quand bien même les symptômes sont là, on a voilà notre ADN qui est ce qu'il est, mais ce sont beaucoup nos émotions fortes, les périodes où on est très très stressé, très fatigué, très mis à l'épreuve, que eh bien, nos problèmes se révèlent. Donc en fait, dans notre ADN, on a des programmations, on a des programmes de fragilité et de force. On a les deux, de toute façon, tous. Et en fonction de notre état, de ce qu'on traverse dans notre vie, certains vont se révéler, d'autres pas. Donc, il est toujours la même chose. Il ne s'agit pas de rester sur son fauteuil en lotus toute la journée. C'est pas ça le but. Mais c'est d'être capable d'affronter les choses avec courage, mais sans se laisser atteindre dans son centre. Et puis, des fois, on se laisse atteindre parce qu'on n'est pas un dieu non plus. Mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est l'idéal. Et c'est important d'avoir un idéal, même si on ne l'incarne pas totalement. De toute façon, incarner un idéal totalement, c'est être un dieu. Donc, on est des humains, hein, on n'est pas des dieux. Donc, pour revenir au système nerveux, le système nerveux, il est contenu, le système nerveux central, il est contenu dans notre cerveau, cervelet, et il descend le long de la colonne vertébrale. De ces centres vont partir des filets nerveux, des messages dans tout le corps, dans tous les organes. D'accord? Si on fait des mouvements tous les jours qui permettent de détendre la nuque, les tensions dans la tête, ça peut être des massages aussi. Et puis des positions pour la colonne vertébrale, idéalement, tous les jours, c'est tout simple, hein, juste donner la possibilité à ma colonne vertébrale d'expérimenter tranquillement toutes les directions qu'elle est capable de faire, avant, arrière, côté, latéral, torsion, et je m'étire. En fait, elle va sentir mieux ma colonne. Ma colonne, elle n'est pas faite pour rester tout le temps statique ou pencher et porter des lourdeurs, en fait. Donc, par exemple, si je me tiens mal, eh ben, si je suis comme ça, ma colonne vertébrale, elle va porter le poids de ma tête, et particulièrement mes cervicales. Alors que si j'ai, comme on apprend en yoga, la petite ficelle qui me tire vers le ciel à l'arrière du crâne, menton légèrement dans la poitrine, mes cervicales sont libérées. Et du coup, ben, je ne fais pas porter le poids de ma tête sur toute ma colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'aurai moins de problèmes de dos, mais aussi que mon système nerveux il circule. Donc si je suis capable d'éliminer progressivement, en tout cas d'amoindrir les tensions dans toutes ces zones, sur tous ces axes, et y compris dans ma tête, et vous comprenez à quel point les cervicales, et ici en fait c'est vraiment des centres très très importants pour calmer le système nerveux. Dieu sait combien on est souvent tendu au niveau des épaules, ça se rejaillit forcément dans la nuque. Donc juste le fait d'enlever les tensions physiques dans ces zones-là,
Ça permet de libérer le système nerveux. C'est magique. Et ensuite, on va agir aussi avec le yoga sur la respiration. Encore faut-il choisir la respiration adaptée à notre profil, à notre état. Parce que les respirations, c'est très puissant, ça agit sur notre système nerveux vraiment de façon directe. Donc si je ne choisis pas la bonne respiration, si je choisis une respiration qui est trop, entre guillemets, violente pour moi, ça va dérégler mon système nerveux. Donc, yoga thérapeutique, pourquoi? Pour adapter, pour choisir. Je sais quel type de respiration j'ai besoin en fonction de mon tempérament, de l'heure de la journée, de mon état, évidemment. Moi, je parle souvent de la thyroïde puisque je suis concernée par ce problème. J'ai une fragilité que je gère quand même pas mal bien avec le yoga. Si je suis en hyperthyroïdie, fatalement, il y a des respirations, les respirations dynamisantes, il ne faut pas les faire. Encore faut-il qu'on nous ait expliqué quel type de respiration était dynamisante, lesquelles étaient calmantes. Il y en a qui ne sont pas très connues, qui sont très calmantes et très puissantes sur le système nerveux. Et pour qu'elles aient vraiment un impact sur le long terme, on conseille vraiment de les faire chaque jour. Et on commence à sentir les résultats, et puis aussi à s'approprier, à être à l'aise avec la respiration au bout d'une dizaine de jours. C'est une évaluation, ça peut être différent pour chacun, mais c'est bien d'avoir un ordre d'idée pour se dire, ok, là je ressens rien, je suis pas à l'aise. Bon, ben, il faut quand même persévérer plusieurs jours, ok? Au moins 10-15 jours pour vraiment pouvoir se faire une idée de ce que ça fait sur soi. Alors, on revient au système nerveux. Le système nerveux, voilà, on le sait bien, tous nos problèmes rejaillissent quand on est stressé. D'accord? Donc, si je baisse l'intensité de mon stress, déjà, il faut voir tous les effets néfastes que le stress a sur nos organes, sur notre état de santé général, sur la disponibilité de notre énergie. Donc, si on amoindrit, je ne dis pas qu'on élimine, parce qu'un minimum de stress est nécessaire, mais si on amoindrit cette intensité du stress, fatalement, on améliore tout le fonctionnement du corps. En passant par la digestion, et Dieu sait combien l'équilibre du microbiote va aussi agir sur tout le corps, sur tous les systèmes du corps et donc sur notre santé globale. Alors ensuite, le yoga est-il réservé à des gens calmes? Bah, j'ai répondu, en fait, pas du tout, mais pas du tout. Et cette idée que, ah ben oui, le yoga, c'est pas pour moi, ça m'ennuie. Alors oui, ça, je le comprends. Et je pense qu'il faut essayer plusieurs types de yoga, plusieurs façons de faire du yoga pour que ça accroche votre attention. Je vais parler de moi parce que je suis celle que je connais le mieux. Mais moi, la première fois que j'ai fait du yoga, j'avais 18 ans. Je suis arrivée dans un cours, il y avait 50 personnes. Rien n'était expliqué. C'était vraiment, les postures étaient présentées comme des postures de gymnastique. Et c'était vraiment pas du tout une expérience positive pour moi. Je ne me suis pas inscrite à ce cours. J'ai recommencé le yoga à l'âge de 35 ans. 35 ans. Voilà. Mais voilà, tout arrive au bon moment dans la vie, hein, quand on est prêt à l'accueillir. Et je regrette aujourd'hui avec le recul d'avoir attendu aussi tard pour reconnaître que j'en avais besoin et que je vis mieux avec que sans. Et je sais que pendant longtemps, j'avais vraiment des a priori, j'avais des jugements. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais peur des jugements qu'on pouvait avoir sur moi. Mais souvent, c'est lié. Les jugements qu'on a sur soi, c'est les jugements qu'on imagine que les autres vont avoir sur nous. Et en fait, voilà, aujourd'hui, ça sert à rien. Le regret n'est pas très, très utile dans la vie. Mais en tout cas, ça me donne vraiment de l'énergie pour essayer de convaincre un maximum les gens, de les booster, de les coacher pour vraiment utiliser ces outils qui sont accessibles, simples, gratuits. C'est juste notre temps. Alors notre temps, il coûte cher aujourd'hui, hein. Voilà, une attention posée pour soi. Donc en fait, c'est de l'amour qu'on se donne à soi. Et souvent, on confond amour de soi et narcissisme. Donc, c'est pas être narcissique, c'est pas non plus être égoïste. Au contraire, parce que si je suis pas bien, en fait, les autres vont le ressentir.
si j'ai pris soin de moi, sans m'étaler non plus, hein, mais le juste équilibre, eh bien, ben voilà, je vais être mieux avec les autres et je vais pouvoir leur apporter des bonnes énergies. Et c'est vraiment pas un luxe. Les gens qui vous envoient des mauvaises énergies, euh, ben ça nous bouffe notre énergie. Enfin, c'est vraiment un vrai problème. Donc, on l'a tous vécu. Et on a tous été à un moment donné celui qui envoyait des mauvaises énergies, en le voulant ou pas, et consciemment ou pas. Mais s'engager à essayer d'être bien, évacuer les tensions en temps voulu au fur et à mesure, quelque part, c'est aussi, voilà, permettre aux autres de ne pas les engluer de nos mauvaises énergies, de nos mauvaises émotions qu'on aurait mal digérées. Donc, ça nous arrive à tous à certains moments, mais plus on va évacuer, plus on va conscientiser, plus on va se protéger et plus on va protéger les autres aussi de tout ça, quoi. Et je trouve que c'est respectueux. Je trouve que c'est respectueux. Donc, prendre un temps pour soi, pour mieux se respecter, c'est aussi respecter les autres, je trouve. C'est mon point de vue. Alors, pourquoi des fois on fait du yoga, mais on est encore plus énervé? Ben parce que en fait, on n'a pas trouvé la manière qui nous convenait, la porte d'entrée qui nous convenait. Et il y a vraiment 10 000 manières de faire du yoga. Certaines personnes ne peuvent pas rester, je veux dire, sans bouger pendant un certain temps. Ça va empirer, d'accord? Encore une fois, je vais parler de moi, mais moi, les premières fois, quand j'ai fait ma formation de yoga, tous les matins, on faisait une demi-heure de méditation pas guidée, on était assis par terre dans le silence. C'était les moments où ça cogitait le plus dans mon cerveau. Et réellement, je n'avais aucune maîtrise sur ce qui se passait dans mon cerveau. Ou alors, ça pouvait durer 5 minutes, mais sur la demi-heure, ça faisait pas beaucoup. Et au final, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus bénéfique de chercher cet état de méditation et de calme dans les postures. Quand je suis dans une posture, j'ai un support, c'est-à-dire je porte mon attention sur ce qui se passe dans mon corps. Et il se passe plein de choses dans le corps, dans une posture. Et puis, on ajoute des visualisations, et puis on est un peu porté, on essaye de suivre aussi la voix du prof qui nous guide, un peu comme dans une séance d'hypnose, en fait, on est guidé. Et donc, ça nous sert de support. Ça veut dire que je ne suis pas dans le vide, je ne suis pas tout seul dans le néant, je ne suis pas face à mes angoisses, je porte attention à telle chose, à telle chose. Et puis le fait, moi je sais qu'aussi le fait de savoir que je vais éliminer les tensions, que je vais me sentir mieux, que je vais pas générer de douleur, etc. Parce que moi, mon corps a tendance à fabriquer des douleurs et des tensions, je ne sais pas d'où. Eh bien, pour moi, ça me suffit vraiment à être une motivation et à prendre un plaisir, justement, à ressentir l'élasticité du corps, la souplesse, se sentir bien dans son corps, sentir que ça respire à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment un support d'attention en soi et je ne suis pas dans le vide, je ne suis pas dans le néant quand je fais du yoga. Mon attention, elle est portée sur quelque chose et je sais et je sens qu'il se passe des choses. C'est pas le vide en fait. Et je pense que ce qui fait peur, c'est vraiment le vide ou c'est le fait de ne rien ressentir. Donc ça, c'est pour ça aussi que moi, j'ai créé donc des séances avec des petits exercices pour les débutants, justement, pour apprendre à rentrer dans ses ressentis, à se connecter à son corps sans avoir cette sensation de vide ou de perte de temps. Ouais, ce truc où on est dans un monde où il faut toujours qu'il y ait des résultats visibles, rapides, que ce soit mieux que les autres ou au moins à la hauteur de ce qu'a fait machin, machin. On se compare, mais enfin, je veux dire inconsciemment, hein. Et ça fait pas, enfin je veux dire, je cherche pas à enlever ça, mais ça fait vraiment, c'est notre quotidien. C'est un peu dans cette soupe-là qu'on bouillonne un peu tous les jours, c'est un fait. Euh, donc revenir dans son corps à quelque chose, voilà, une énergie plus posée, on n'est pas du tout habitué, on ne nous a pas appris. Ça fait pas partie des choses très valorisantes autour de nous. On associe beaucoup le temps calme à une perte de temps.
Du coup, on associe ça à de l'impatience. On s'ennuie. Et en fait, en plus, ça c'est prouvé scientifiquement, pendant qu'on s'ennuie, il se passe plein de choses dans notre tête. Après, il faut que ce soit un ennui qui soit habité. Et c'est tout un art de se prévoir un petit temps dans la journée, en fait, voilà, pour être dans cette... accepter d'être dans un ennui où on habite le temps, on habite l'espace, il se passe quelque chose dans le rien, en fait. Et pour ça, la posture de yoga, c'est vraiment le top pour moi. Parce qu'en fait, ça habite l'espace, ça habite notre corps et c'est une découverte de sentir, ah ouais, tiens, je n'avais pas conscience que je me sentais comme ça dans un endroit de mon corps. Tiens, ça veut dire que je suis vraiment fatiguée en ce moment, va falloir que je baisse un petit peu le régime. Ça nous sert aussi un petit peu de diagnostic, de sentir comment on est dans notre corps en fait. Et si on ne fait pas les postures de yoga, on sait même pas, on n'a même pas conscience qu'on a tel truc dans notre corps en fait. Du coup, ça s'accumule et ça se transforme en douleur, en souffrance émotionnelle, physique, etc. quoi. Donc le yoga peut-il être accessible à tous? Pour moi, oui. Après, c'est pas tous les yogas, pas tous les yogas. Il y a certains cours de yoga évidemment qui ne sont pas accessibles à tous. Pour moi, un cours de yoga, il doit être fait en fonction d'un public, en fonction d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et pour moi, il faut du coup connaître un minimum les caractéristiques, les fragilités, voilà, des personnes à qui on fait le cours. Pour moi, c'est essentiel. Et parce que sinon, en fait, c'est nous qui nous adaptons aux postures ou aux exercices de respiration ou autres. Et en fait, oui, évidemment qu'on s'adapte, c'est nouveau, on fait un effort, on sort de notre zone de confort. Mais si la posture ou l'exercice nous demande quelque chose qui est trop éloigné de ce qu'on est capable de faire, ben, ça va être pire que mieux. Donc au lieu d'être bénéfique, ça peut être néfaste. Donc on le voit déjà au niveau physique. Évidemment, si je cherche par exemple à faire le grand écart dès ma première séance, alors que ben, je suis raide, que mes os ils ont une certaine forme qui fait que ça bloque, en fait, ben, je vais me faire mal, je vais plus avoir envie de faire de yoga et peut-être je serai potentiellement blessée ou en tout cas je vais peut-être développer une fragilité ou une douleur à vie ou en tout cas qui va durer pendant un certain temps. Donc en fait, ça ne sert à rien. Bon, autant rien faire. Donc pour moi, le yoga, ça doit vraiment être adapté et il existe plein de façons de faire des exercices intermédiaires pour travailler sa souplesse, pour ouvrir son espace respiratoire et pour apaiser son système nerveux sans être dans des postures soit très évoluées, élaborées, ou très exigeantes, ou bien même dans des exercices de respiration, voilà, tout de suite très, très élaborés en fait. Vraiment, la simplicité, c'est ce qui fait le plus de bien. Donc, chercher vraiment à s'approprier des exercices simples. Et pour ma part, en tout cas, ce qui fonctionne bien, c'est d'abord de faire les exercices en mouvement, des mouvements doux. On habitue le corps, on habitue les fascias aussi. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais les fascias, ben voilà, ils rentrent en compte dans notre souplesse, dans la douleur, dans la perception de la douleur, dans le fait de garder des traumatismes émotionnels encapsulés. Euh, et donc, les fascias, pour se libérer, ils ont besoin à la fois de certains mouvements qui sont faits d'une certaine manière, et également de positions stables, statiques. Donc ça, pour ça, le yin yoga, c'est top, c'est très complémentaire. Donc quand on alterne des mouvements faits d'une certaine façon avec des postures en statique qu'on va tenir assez longtemps, pour ça, on va vraiment les adapter. On va utiliser des coussins, des supports, des couvertures pour être très confortable dans la posture, pour qu'il n'y ait pas de résistance, pour que le corps puisse vraiment se libérer. Une fois qu'on a fait les mouvements, et c'est là vraiment qu'on obtient non seulement du coup un déblocage au niveau de la souplesse, mais aussi au niveau des tensions physiques, émotionnelles. Et vraiment des libérations énergétiques très profondes, très puissantes qu'on peut ressentir. Voilà, et quand on associe le mouvement à la respiration, donc souvent c'est inspire, j'ouvre, expire, je ferme, mais d'une manière générale de synchroniser la respiration,
avec le mouvement, ça a un effet très très puissant, très profond sur le système nerveux central. Et en plus, ça oxygène les zones du corps qu'on est en train de travailler. Donc tout ça, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le corps quand on fait du yoga, d'une manière, en tout cas dans une optique thérapeutique. Donc pour que le yoga soit thérapeutique, il ne faut pas le faire comme de la gymnastique. Après, qu'on y mette de l'aspect spirituel ou pas, après c'est propre à chacun. Moi, je n'aime pas être intrusive là-dessus. Simplement, il y aura des moments quand je sens que les gens sont un peu réceptifs où je vais dire, voilà, selon voilà, la science du yoga, eh bien, voilà, on estime que tel chakra correspond à telle émotion, à telle couleur, etc. C'est une science pour moi. Pour moi, c'est une science qui n'est pas du tout le même sens que la science moderne, mais pour moi, c'est vraiment une science. C'est une science parce que c'est puissant, quoi. C'est puissant et c'est tout un monde, quoi. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'accéder à la forme de spiritualité du yoga quand on fait du yoga dans un objectif thérapeutique. Ceci dit, on constate, et ça c'est reconnu aussi dans toutes les théories spirituelles, énergétiques, qu'elles viennent de Chine, d'Inde, du Japon, etc. En fait, plus on va travailler notre respiration, plus on va libérer les tensions, surtout dans le haut du corps, la tête, etc. Plus en fait on va libérer notre capacité à nous connecter à ce qui est plus grand que nous. Et voilà, pour moi, une des définitions de la spiritualité, même si je pense que chacun a la sienne, vraiment, parce qu'à travers les valeurs qu'on défend dans notre quotidien, en fait, on a tous une spiritualité. Mais bon, voilà, pour moi, si je devais le définir, ça serait plutôt une capacité à se connecter à plus grand que soi. Et en fait, quand on fait du yoga régulièrement, naturellement, on développe ça. On se rend compte qu'on vit plus de synchronicité, des hasards. Oh, tiens, on a pensé à un truc, tiens, il se passe ça, c'est carrément en rapport avec ce que j'avais pensé. Notre capacité de manifestation, c'est-à-dire que je veux très fort quelque chose, je suis capable de le manifester beaucoup plus facilement que quand je fais pas de yoga, quoi. Donc ça va vraiment libérer notre système énergétique, ça va libérer des capacités qu'on a en nous, tous, on les a tous en nous, mais parfois elles sont enfouies, elles ne sont pas libérées en fait. Donc le fait de se libérer un peu de nos carcasses, de nos cuirasses, de nos tensions, aussi de nos tensions mentales, en fait ça nous ouvre forcément à plus grand que nous. Et ça nous ouvre à ce qu'on peut appeler les lois de l'univers, c'est-à-dire les lois de l'attraction. J'attire des situations avec mes énergies. Donc si je travaille sur mes énergies, le yoga, ça travaille les énergies, ben, fatalement, je vais attirer des situations différentes. Donc ça va agir aussi sur les schémas répétitifs qu'on ne sait pas pourquoi, ça tourne en boucle, on attire toujours les mêmes types de situations. Quand on fait du yoga régulièrement, ça va vraiment, mais vraiment radicalement modifier les situations qu'on attire. C'est incroyable et des fois c'est même, voilà, on n'a pas forcément posé d'intention consciente sur quelque chose, mais ça se fait. Ça se fait parce que ça se libère et donc en fait tout ce qui, notre matrice en fait, vraiment la matrice de notre être, si je puis dire, en fait, enfin notre être profond, il s'exprime, il est libéré en fait, il est plus, comment dire, tout caché en fait derrière 10 000 tensions, 10 000 croyances limitantes. Voilà, on est épuré, on est nettoyé, on est libéré quoi. Donc ça agit sur tout ça. Voilà, voilà, c'était pour vous parler un petit peu du yoga thérapeutique et je vous parlerai dans une autre vidéo de différents petits programmes que je suis en train de mettre en place, justement, donc qui soient accessibles financièrement,
sous forme de petits abonnements sur Internet avec des petites vidéos. Donc justement, ces petites vidéos de préparation au yoga pour les débutants, avec des exercices très simples. On alterne des petits mouvements associés à des respirations, puis des postures qu'on va tenir longtemps avec des visualisations. On n'est pas lâché tout seul dans le silence et on visualise ce qui se passe dans notre corps en le faisant. Et c'est très motivant de visualiser et de comprendre ce qui se passe dans notre corps parce que, en fait, si je comprends que ça me fait du bien, ben, je vais avoir envie de le refaire tous les jours. C'est obligé, quoi. Donc, voilà. Et puis ensuite, j'ai aussi créé et je continue à créer des séances spécifiques pour différentes pathologies, maladies, problèmes. Donc ça peut être les insomnies, les crises d'angoisse, les problèmes de thyroïde qui me sont chers puisque je parle de ce problème-là, moi. Des problèmes articulaires aussi. Donc, des problèmes de tout ce qui est burn-out, donc quand je suis crise émotionnelle, crise identitaire, plus d'énergie, mes surrénales sont à plat. Il existe des postures, des exercices de respiration à s'approprier, à faire un peu tous les jours. On y va palier par palier. Et vraiment, on ne se fixe pas des objectifs irréalisable et qui nous semble inconfortable, où on se dit ah non, là je me projette dans un truc, ça c'est pas agréable pour moi. Non, non, c'est vraiment des petits efforts chaque jour et on va voir qu'avec très peu de temps qu'on va accorder à soi au final, eh ben on va se voir améliorer et on va se sentir mieux, vraiment mieux chaque jour et en ressentant aussi ce qui peut nous convenir ou pas. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir plusieurs vidéos pour tester des choses, pour être capable de dire, mais ça, en fait, ça ne me correspond pas. Je vais plutôt faire ça. Voilà, ça, c'est plus adapté à moi. Tiens, quand je fais ça, en fait, il se passe ça à l'intérieur. Tiens, je vais le faire. Et pour ça, c'est pas une seule vidéo. Et puis, ça peut remplacer, entre guillemets, une séance individuelle. Alors, je dis entre guillemets parce que rien ne remplace une séance individuelle. Mais on est d'accord que tout le monde n'a pas forcément les moyens ni l'envie de prendre des séances individuelles. Et donc, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est vraiment le top, en fait, d'autonomiser chacun dans sa pratique. Et pour moi, le jour où tout le monde peut se dire, voilà, j'ai tel problème, je vais faire tel exercice, je suis capable de me soigner, c'est peut-être un grand mot, mais sur certains problèmes, oui, on se soigne, hein. Moi, mes douleurs de dos, je les ai soignées vraiment, clairement, avec le yoga. Donc, on peut vraiment se soulager tout de suite sur le court terme et puis générer des effets bénéfiques dont je vous explique même pas l'ampleur en fait. Demandez à ceux qui le pratiquent régulièrement. Voilà, d'une manière autonome, avec un tout petit peu de temps, et puis juste comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça que moi j'explique beaucoup. Je donne des explications, pas forcément toujours pendant les séances, parce que voilà, mais ne serait-ce que visualiser l'organe sur lequel on travaille, ça peut se faire pendant la séance, ça n'engage pas forcément le mental, c'est juste une visualisation. Eh bien, ça va être, ça va nous aider aussi. Voilà, je vous en reparlerai. Je vous remercie pour votre attention. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de vos énergies, de vos émotions. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.